Sommes-nous face à un nouvel épisode de tension entre Alger et Paris? C'est la question que l'on se pose ce soir dans Face à l'info avec notre invitée Nadia Moulay-Henni, journaliste. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme vous le savez, ce jeudi, le chargé d'affaires à l'ambassade de France à Alger a été convoqué par notre ministère des Affaires étrangères en raison du renouvellement pour une durée supplémentaire d'1 année de la détention provisoire de l'agent consulaire algérien détenu en France depuis avril 2025. Maher Zal, une décision difficilement justifiable. Pas difficilement justifiable, c'est une décision qui n'est pas justifiable. Parce que cet agent consulaire, comme vous l'appelez, était sous la responsabilité de la Convention de Genève et qu'il n'avait pas être... de Vienne, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi j'ai dit Genève, de Vienne, et il n'avait pas être interpellé, déjà en pleine rue, et ensuite mis en détention. Donc c'est une décision qui, moi, m'a beaucoup choqué, m'a profondément peiné, parce que je ne sais pas si vous comprenez que nous arrivons toujours à la même hypothèse, c'est qu'il y a des contre-courants qui ne veulent pas d'un rétablissement des relations bilatérales entre l'Algérie et la France. Et cette décision va à l'encontre des excellents échanges qu'il y a eu entre Laurent Nunez et son homologue Saïd Saïoud il y a moins de 3 semaines. Cela va contre l'appel de Jean-Noël Barrot à son homologue Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères, il y a moins de 10 jours, je pense. Vous m'arrêtez si je me trompe. Et vous voyez qu'il y a un contre-pouvoir en France qui ne veut pas que cette relation s'apaise, qu'il y ait une relation apaisée entre Alger et Paris. Il y a une question qui se pose et qu'il faut savoir se poser. Qui dirige en France? Qui décide de quoi? Qui fait quoi? Qui est qu'a le rôle justement de provoquer constamment la partie algérienne? Parce que c'est une provocation de plus, il faut savoir le dire. Cette mise en détention supplémentaire d'1 an d'un agent consulaire est une provocation, est un pied de nez. Et je le dis très sincèrement, Laurent Nunez et Jean-Noël Barrot ont fait preuve justement de diplomatie, d'écoute et de respect envers leur homologue algérien. Mais vous voyez, et vous le constatez par vous-même, qu'en France, tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde et qu'il y a plusieurs pôles de décision. Et c'est ce qui est grave. Qui est le capitaine à bord? C'est qui décide de la position que ce pays doit avoir envers ses partenaires, en l'occurrence l'Algérie. Moi, ça m'interpelle énormément, parce que quand je ne connais pas le capitaine qui est à bord, j'aime pas monter dans un navire, et ça me fait peur, ça fait très peur. C'est peut-être une question qu'on va poser à Madame Nadia Moulay. Qui est-ce qui dirige la France aujourd'hui avec tout ce qui se passe en ce moment? On a un peu de mal à savoir qui est vraiment aux commandes finalement. C'est une vaste question qui appelle une très vaste réponse, et sincèrement, je ne pense pas avoir toutes les compétences pour pouvoir répondre de manière exhaustive. Mais ce qui est intéressant dans ce que je viens d'entendre et dans cette affaire de chargé consulaire, c'est bon. Alors déjà, je pense qu'il y a toujours une volonté par rapport à l'Algérie d'avoir des éléments en touche pour pouvoir avancer ses pions. Et c'est sûr que le cas de Christophe Glaise, à mon avis, peut expliquer la reconduction des 1 an de ce chargé consulaire. Je pense qu'il y a Donc vous êtes en train de dire, madame, excusez-moi de vous couper, que c'est du chantage en fait? Alors, je suis pas en train de dire que c'est du chantage, mais peut-être que ça y ressemble. Ça y ressemble, Non, ce que vous dites, ça y ressemble fortement. Oui, alors je suis pas en train de dire que c'est du chantage. Je pense que c'est juste peut-être une façon pour la France de garder un levier plutôt que du chantage. Après, je vous laisse. En otage. En attendant que Christophe Glaise soit libéré. Alors moi, si vous connaissez mon travail, c'est que je fais très attention aux termes que j'utilise. Donc, garder en otage, je vais pas utiliser ce terme, mais en tout cas, pour moi, c'est évidemment peut-être un levier. Mais si on dépasse cette affaire, je pense que, et je rejoins ce qui a été dit il y a quelques minutes, c'est que on a quand même le sentiment que la relation franco-algérienne, donc elle est très complexe, on le sait,
mais elle a deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui serait la relation passionnée, passionnelle, la relation des petites phrases, du chantage parfois aussi. Je pense par exemple à toutes les sorties qu'a faites Monsieur Retailleau quand il était aux affaires. Cette relation qui finalement est un peu façonnée par les nostalgériques, ceux qui ne se sont pas vraiment remis de la guerre d'indépendance, de la libération, de la fin de l'Empire français, l'Empire colonial français. Et donc ça, c'est la relation, si vous voulez, du grand public, entretenue par les médias français, qui sont quand même des médias aussi très concentrés. Ça aussi, il faut quand même le rappeler, hein. On sait aussi qu'il y a énormément de personnes qui ont une histoire par rapport à un lien en tout cas par rapport à cette histoire de la décolonisation et de la fin de l'Empire colonial français. Donc ça, c'est la relation médiatique, c'est un peu la poudre aux yeux, j'ai envie de dire, qui est taillée donc pour les idées, on peut le dire, d'extrême droite. D'accord? Et puis, il y a la relation beaucoup moins médiatisée, moins grand public, et la relation stratégique. Et à mon avis, c'est dans cette démarche que s'était inscrit, par exemple, Laurent Nunez quand il est allé en Algérie, parce qu'il y a des réalités stratégiques, des réalités sécuritaires. L'Algérie, c'est un pays très important en Afrique. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui résonne beaucoup dans le débat médiatique français. C'est-à-dire qu'encore une fois, le débat médiatique, on parle que de la mémoire, la guerre des mémoires, etc., les relations passionnées, etc. Donc ça, pour moi, c'est un peu de la soupe, pour être honnête, même si il y a des enjeux, bien sûr, hein, je suis pas en train de dire le contraire. Mais si vous voulez, c'est un peu de la poudre aux yeux pour cacher les vrais enjeux. Et finalement, ce que je dis, c'est que ça rejoint ce que je dis très souvent dans mes analyses, c'est qu'aujourd'hui, l'Algérie, même s'il y a des enjeux, il y a des défis, etc., mais c'est le cas de nombreux pays dans le monde, l'Algérie souhaite être considérée comme un partenaire à part entière et plus comme un pays où on viendrait faire son marché. C'est un partenaire stratégique et je pense que c'est ça qui est en train de se jouer. Et quelque part, je pense que l'Algérie est en train de donner le là de cette relation en disant nous, on n'est plus sur les mêmes schémas que la France. Dans la façon que la France a d'envisager Excusez-moi, la madame, relation. j'ai une question à vous poser qui me paraît quand même assez importante. On va rappeler l'incident de l'année dernière suite à l'appel téléphonique, au long appel téléphonique entre les présidents Abdelmajid Tebboune et Emmanuel Macron en date du 31 mars. Une quinzaine de jours après, on a l'interpellation justement de cet agent consulaire qui est mis en détention. 12 mois plus tard, vous avez Laurent Nunez qui descend en Algérie, qui est reçu par son homologue de l'Intérieur, Saïd Sayoud, qui est ensuite reçu par le président de la République. 3 jours après, vous avez Jean-Noël Barrot qui appelle son homologue du ministère des Affaires étrangères. Et on prend les mêmes et on recommence. Prolongation du délai d'incarcération du diplomate algérien. Je crois au hasard. Mais là, je pense que c'est plus du hasard. Je pense qu'on est dans la technique de vouloir absolument casser à chaque fois qu'il y a un regain de collaboration ou un regain de visibilité diplomatique entre les deux pays. D'où ça vient? On me parle, on me dit qu'il y a une pression, on me dit qu'il y a une pression médiatique. Très bien, vous m'avez parlé juste avant de Is No Good, de Ratatouille. Il n'y a pas de problème, mais on me dit comme quoi maintenant, bon, il n'est plus là, lui, de toute façon, il ne sera plus jamais là. C'est du passé dans tous les sens. Mais maintenant, on me dit qu'il y a des résidus de Ratatouille un peu partout. CNews, on fait ses choux gras, on parle de l'Algérie, on a sorti ici les chiffres où on voit que l'Algérie est un sujet permanent dans le groupe Bolloré. Et épidermique. Qu'est-ce qui explique ça, que à chaque fois qu'il y a une avancée, donc l'année dernière il y a eu une avancée, juste après il y a eu l'interpellation, cette année il y a une avancée, juste après il y a la reconduction. C'est quoi? C'est qui? D'où ça vient? Nous en Algérie, les journaux français disaient le fameux qui tue qui. On est bien d'accord. Vous vous rappelez de la presse française qui disait dans les années sombres du terrorisme qui tue qui? Moi j'ai une question. Qui torpille qui? Non, qui décide de quoi en France aujourd'hui? Moi, c'est ça ma question. C'est intéressant, et alors ce que vous êtes en train de dire me rappelle quand même un épisode qui a commencé avec le macronisme, quand Emmanuel Macron est à Alger en février 2017 et qu'il est candidat
à la présidentielle et qu'il dit effectivement les crimes de la colonisation est un crime contre l'humanité, crime de guerre, crime contre l'humanité, pardon. Bien sûr. Oui, c'est ça, c'était crime contre l'humanité. Vous vous rappelez la levée de bouclier quand il rentre en France, c'est un scandale. Donc bien sûr, beaucoup d'élus et beaucoup de personnes qui sont dans le sud de la France, parce qu'on sait que c'est une terre de rapatriés d'Algérie, de pieds noirs, etc. Donc il y a une levée de bouclier. Quand il arrive à la présidence, donc il a un discours assez, on peut lui reconnaître quand même, un discours assez rafraîchissant sur ce sujet, parce qu'il dit en gros, il faut qu'on solde cette histoire, il faut qu'on solde ce passif. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre d'Algérie, etc. Et d'ailleurs, entre guillemets, ça montre aussi comment dire, sa méconnaissance du sujet, parce que moi, je n'ai pas connu la guerre d'Algérie, pourtant je viens d'une famille qui en porte les stigmates, et forcément les choses se sont transmises, les traumatismes se sont transmis. Je referme la parenthèse. Et donc, quand il arrive à l'Élysée, il a un discours volontariste en disant on va avancer sur ce sujet. On va ouvrir les archives, donc il va admettre la responsabilité de l'État français dans la mort notamment de Maurice Audin, d'Ali Boumedjel, etc. Mais sur la question des archives, par exemple, et pour avoir travaillé dessus, il va avoir un discours très, très volontariste et puis il va se faire rappeler un peu aux ordres par ce qu'on appelle notamment le SG, le secrétariat général à la défense, qui est une espèce on parle de vice-présidence que le grand public ne connaît pas forcément, et qui est en fait le service qui s'occupe de tout ce qui touche au secret défense, aux questions militaires. Et moi, d'après ce que je sais, c'est que sur la question des archives précisément, en fait, il s'est fait renvoyer dans ses 40 mètres. On lui a dit, il y a une limite là. Donc, c'est effectivement la question de l'Algérie, c'est un sujet. C'est comme la question de l'Allemagne. Ce sont des sujets qui sont des citadelles imprenables. Pour l'État profond français, ce sont des sujets très sensibles. Je suis d'accord, mais madame, excusez-moi de vous couper, mais on ruine constamment le rapprochement Alger-Paris. Moi, j'ai une question très, très basique. C'est une question où je pense que vous êtes beaucoup plus calé que moi dans ce domaine-là. Mais dans quel but? Pour quel agenda? À qui profite le crime? Moi, je pense sincèrement que peut-être que la partie française devrait faire aussi une sorte d'auto-audit interne. Évidemment, oui. Pour savoir ça dérange qui. Parce que si à chaque fois qu'on se rapproche, si on fait un pas en avant, deux pas en arrière, à chaque fois où on peut se parler, on fait du surplace, voire même on recule. Donc, Vous avez quand même, bon, je pense qu'il y a une question qui est clairement liée au racisme. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Il faut poser les termes, il faut dire les choses. Il y a un et on est à moins d'un an des élections présidentielles. Ça aussi, c'est très important aussi à savoir. Et pour en avoir parlé avec un haut fonctionnaire qui connaît bien ces sujets dernièrement, je peux vous assurer que les pouvoirs publics savent très bien que 2027, ça va être une campagne qui va être très, très tournée sur l'Algérie. On sait très bien que ça va être assez violent. Mais effectivement, je pense qu'il y a une question qui est clairement liée au racisme. Je veux dire, la question du passé colonial. Enfin, je veux dire, le colonialisme, c'était de la violence, mais c'était aussi fondé sur des préceptes racistes. Le code de l'indigénat, qui émane du code noir. Enfin, je veux dire, là, il y a quand même un problème lié au racisme. Et donc, le racisme anti-algérien en France, c'est une réalité. Vous pouvez être d'origine maghrébine, mais quand vous dites que vous êtes d'origine algérienne, il y a quand même une circonstance aggravante. Donc ça, c'est une première chose. Et puis vous rajoutez par-dessus ça, rajoutez par-dessus ça l'histoire coloniale, la blessure narcissique que la révolution algérienne représente pour l'État profond français, pour la haute fonction publique, pour l'État français en tant que tel. Et vous obtenez un cocktail explosif. Et puis vous rajoutez bien sûr la question des médias qui font leur chou gras sur de l'opinion, sur des fake news, sur une espèce de fantasme autour de l'Algérie, etc. Vous n'entendez jamais parler, par exemple, dans les médias français, des paramètres économiques liés à l'économie algérienne. On a toujours l'impression que l'Algérie, c'est un pays qui n'avance pas, où tout va mal, etc. Quand vous allez en Algérie, ce qui est mon cas, on voit bien qu'il y a quand même un dynamisme. Pourtant, aujourd'hui, c'est bien l'économie française qui est fragilisée par cette rupture, entre guillemets, entre l'Algérie et la France. Justement, Badis Renissa, il y a Ségolène Royal qui a rappelé au président Macron le coût de la brouille entre Paris et Alger. Ça, il faut le rappeler quand même.
Il faut le rappeler, mais surtout aussi, ce n'est que le début, puisqu'aujourd'hui, si la France continue dans ce sillage, dans cette dynamique, c'est plus au fait une histoire d'économie, c'est une histoire de rupture, un risque de rupture durable, dans laquelle la France, effectivement, perd un partenaire stratégique. C'est aussi un coup diplomatique majeur, à savoir la crédibilité de la France au sein de la diplomatie internationale, puisque on a parlé tout à l'heure de Convention de Vienne, c'est un précédent aujourd'hui, cette judiciarisation notamment du dossier de cet agent consulaire, dans lequel est devenu un marqueur de relations bilatérales, il ne le devrait pas. Et surtout aussi, c'est une justice française qui aujourd'hui est otage notamment de pression politique, mais aussi instrumentalisée comme levier de pression diplomatique. Rappelez-vous, c'est une décision de justice donc, qui émane du ministère des Gardes des Sceaux et de la Justice, un certain Gérald Moussa Darmanin, pour, encore une fois, accentuer ce que tu disais tout à l'heure, Mehdi, cette polycéphalité de la France, où on a quasiment trois têtes, à savoir aujourd'hui la diplomatie, la justice aujourd'hui qui s'est immiscée également, et l'exécutif notamment. Et donc tout ça, c'est une crise de boussole, une crise effectivement de pilotage dans lequel qui dirige qui, j'ai envie de te dire, Mehdi, aujourd'hui. Parce que quand on parle de l'extrême droite qui s'immisce dans le débat politique français, je l'entends, mais qu'elle s'immisce dans les relations bilatérales de pays souverains. Je pense que c'est plus profond que ça, Mehdi. Je pense que c'est plus profond que l'extrême droite. Moi, je pense sincèrement. Si je peux me permettre. Je pense que c'est beaucoup plus profond qu'on parle, qu'on jette l'opprobre à chaque fois que sur l'extrême droite. On va laisser Je te laisse finir. Non, et puis surtout, moi, ce que je veux dire de cette tribune, c'est que quand le droit devient variable, la diplomatie devient instable. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, quel est le vis-à-vis de la France dans ces relations bilatérales? Où on va, j'ai envie de vous dire, où va la France, tout simplement? On parle de naufrage diplomatique, mais pas que. Aujourd'hui, cette crise latente politique interne à la France fait que la France n'arrive plus à savoir sur quel pied danser, j'ai envie de vous dire. La France aujourd'hui souhaite aussi bien dialoguer, mais en même temps sans renoncer à ses réflexes néocoloniaux, sans renoncer au fait à ses contraintes. Donc on ne peut pas avoir ce double langage ou même ce double visage dans lequel on fait paraître une certaine volonté à vouloir tendre la main. Et d'ailleurs, bon, j'ouvre une petite parenthèse, ça me fait rappeler la main tendue notamment du roi Mohamed VI lors de chaque fête du trône. Donc on voit bien qu'il y a une analogie, un modus operandi commun. Et puis aussi en fond, cette volonté hostile affichée, caractérisée, pas que, je te l'accorde, Mehdi, c'est pas que l'extrême droite. Et d'ailleurs, c'est ce qui rend complexe la chose. Il y a aussi l'agenda politique, il y a aussi le calendrier électoral, il y a aussi le braconnage. Mais encore une fois, l'Algérie, on a évoqué tout à l'heure cette souveraineté arrachée au forceps à travers l'indépendance, mais aussi à travers la mise en orbite de l'Algérie et sa stabilité. On a parlé tout à l'heure du feu Yamin Zaroual. Donc, mais la France n'arrive plus à parler d'une seule voix aujourd'hui. C'est ça toute la problématique. Et dans des relations bilatérales diplomatiques, on a besoin de dialoguer avec un parti, encore une fois neutre, un parti qui respecte à minima, encore une fois, les relations ou ce qui dicte les relations bilatérales. Et je finirai peut-être sur aussi un autre point qui est pour moi important. Cette France incohérente aujourd'hui, peut-être prendre l'apaisement de façade, mais c'est l'hostilité qu'on reçoit en message non seulement subliminal, mais en message aussi politisé, comme cette décision honteuse, je dis bien honteuse, qui décrédibilise la France. Donc oui, aujourd'hui, on a une cacophonie politique, une cacophonie diplomatique au sommet de l'État français, mais surtout aussi, je dirais, une dissonance d'État, une crise de boussole, une crise de gouvernance, une crise de pilotage. Nadia Moulay, peut-être un dernier mot avant de clôturer l'émission, si vous le voulez bien. Oui, donc moi je pense qu'effectivement tout est plus ou moins quand même lié à l'histoire coloniale. Et juste pour la petite histoire, il faut quand même se rappeler
que cette histoire coloniale, elle est très présente. À titre d'exemple, vous avez aujourd'hui le ministre des Transports qui s'appelle Philippe Tabarot, effectivement, qui est quand même donc ministre des Transports dans un gouvernement macroniste et qui est le fils de Robert Tabarot, qui était un commerçant à Oran et qui est l'un des fondateurs de l'OAS. Qui est le fondateur de l'OAS. Ça, c'est un exemple. Exactement. Voilà, c'est un exemple concret des résidus que peut représenter en fait cette histoire qui finalement est omniprésente, mais elle est omniprésente, je pense, du côté français, parce que quand vous lisez les interviews, par exemple, du président Tebboune, si on fait un travail journalistique honnête, Tebboune, il dit clairement, on n'a pas besoin d'excuses, on veut juste la reconnaissance de ce que fut la colonisation. Donc, il y a un moment donné, je pense que c'est une question franco-française avant d'être une question franco-algérienne. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un audit interne qui doit être fait là-bas. Et après, vous avez les anciens de l'OAS, comme vous l'avez si bien dit, madame, qui n'arrivent pas à avaler la pilule, pour être tout à fait correct. Vous avez également une certaine partie des harkis ou des fils de harkis, des enfants de harkis qui continuent à jouer sur ce rôle, parce que élection présidentielle oblige. Vous savez très bien que du côté du sud-est et du sud-ouest de la France, ils vont être courtisés pour voter pour certains partis de droite ou de droite très durs. Et vous avez des gens qui surjouent de ça. Vous avez le petit Nabo de Ciotti qui surjoue de ça. Vous avez Louis Alliot à Perpignan qui surjoue de ça. Vous aviez à l'époque aussi des personnes beaucoup plus, on va dire, propres politiquement. Rachida Dati aussi a joué de ça. Bon, malheureusement pour elle, elle est ni maire de Paris ni ministre de la Culture. Elle est au chômage sur toute la ligne. Mais à cause de quoi, Mehdi? À cause de son échec est dû à l'immigration. Son échec est dû à beaucoup de choses, mais aussi à l'immigration. Ils ont fait face effectivement à son discours. Mais voilà, mais bon, c'est un échec cuisant pour elle. De toute façon, elle a tout perdu en l'espace de 15 jours ou de 20 jours. Donc c'est quand même, alors que la mairie de Paris lui était promis sur un tapis. Donc voilà, mais après un moment, je pense qu'il devrait faire un travail d'introspection que de savoir au moins qui dirige quoi et qui dirige qui, parce que ça va dans tous les sens. Merci Mahdi Rezar. Merci également Nadia Moulay d'avoir été avec nous ce soir. Merci encore une fois. Ce fut un plaisir, madame. Merci. Au revoir, merci. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention ce soir. Merci à tous d'avoir été présents autour de la table. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 21h.